bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents ce matin. Ce n'est pas ma première table ronde, mais c'est la première du jour pour moi. Je suis Mathieu Estrangin, je bosse sur l'événement depuis à peu près un an, donc je suis un peu stressé, je vais parler vite. Mais voilà, l'idée, on est sur un événement conversationnel, donc je vais essayer de laisser au maximum la parole à mes trois invités que je présenterai rapidement dans quelques instants. On va tenir les délais du début et de la fin. On a une demi-heure. On va essayer de parler, de vous faire discuter 22 minutes. On prendra des questions pendant 3 minutes si vous voulez. Et puis après, je vous demanderai à chacun de conclure. Et les questions que vous n'aurez pas pu poser, vous avez 17 000 mètres carrés pour les retrouver ensuite et leur poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup d'être là à tous les trois. Merci à vous d'être avec nous. Une start-up, c'est évidemment pas une entreprise comme les autres. Si on ne parle pas de TPE ou de PME, c'est bien évidemment que c'est pour une bonne raison, et je dirais même plusieurs bonnes raisons. J'en cite quelques-unes, mais vous pourrez en rajouter d'autres. Littéralement, la start-up, c'est une entreprise qui démarre. C'est surtout une entreprise qui innove sur son produit comme sur son marché. C'est une entreprise qui teste son marché. C'est une entreprise avec une perspective de croissance exponentielle. La start-up est provisoire, même si l'esprit start-up peut durer dans une entreprise. La BPI, dans sa définition, estime, vous me direz Florent si je me trompe, mais estime qu'une start-up, après une phase d'expérimentation, elle a 3 choix. Soit devenir une entreprise traditionnelle, soit se faire absorber, soit disparaître. C'est un peu sec, mais c'est la définition BPI. De ce statut provisoire, découle forcément un financement qui lui aussi est particulier. Pendant la phase d'innovation, de mise au point, elle brûle du cash et les recettes sont quasi inexistantes. Pour l'amorçage ou précide en bon français, elle peut miser sur l'apport d'amis, on parle de love money, des business angels. Cette étape peut aussi être financée grâce à des aides, des subventions de l'État ou de collectivités, la participation à des concours comme des concours d'innovation Innov ou iLab. Ensuite, évidemment, pour son développement, elle passe par des séries A, B et C. Et là, on parle de milliers, millions, centaines de millions d'euros. Il y a Vercor qui est un peu plus loin là-bas. Ils sont pas loin des 2 milliards. En 2023, et après j'aurai terminé, les startups françaises ont levé 8,3 milliards d'euros contre 13,5 milliards d'euros l'année précédente, en 2022, et un peu plus de 10 milliards en 2021. Enfin, pour parler financement, j'ai avec moi une représentante de France Digital, Marianne Tordeux-Bidker. Vous êtes, c'est là, directrice des affaires publiques à France Digital. Merci d'être là. Représentant pour BPI, Florent Genoux, délégué innovation région Aura même, on dit ça. Et puis de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Nicolas Rigaud, responsable de l'antenne Allier et surtout du pilier innovation. Est-ce que déjà dans la présentation de la start-up, j'ai tout juste? Moi, je dirais qu'il y a une autre trajectoire, c'est celle de devenir un champion. Et donc du coup, pour ça, il va falloir se financer. Et là, je te fais une très belle transition. Et là, on est... Alors justement, pour commencer, je voulais vous interroger sur l'état du marché aujourd'hui. Je l'ai dit, on a perdu quasiment 5 milliards dans les levées de fonds entre 2022 et 2023. Est-ce qu'on peut parler de crise du financement ? Moi, je dirais pas ça. En fait, en 2023-2022, on avait des entreprises qui avaient subi la folie du marché, qui était le fait que post-2020-2021 et la digitalisation du monde entier, on a des startups qui ont levé des fonds à des valorisations qui étaient complètement folles. Les VC, les fonds de capital risque le disent. Et donc, en fait, là, on est juste en train de revenir à la normale. Ces valorisations-là rebaissent. Et donc, du coup, le total des levées de fonds redevient normal, mais on a toujours une croissance du nombre de deals, ce qui veut donc dire que globalement ça va, c'est juste qu'on a besoin d'un tout petit peu moins d'argent et donc on passe sur des trajectoires un peu différentes. À la BPI, même lecture, il n'y a pas de crise ? Non, je suis assez d'accord avec cette lecture. Ce qu'on constate aussi finalement, c'est qu'il y a une refocalisation vers certains secteurs, malgré tout. C'était essentiellement le monde du digital sur lequel on voyait des levées de fonds qui étaient californiennes, si on peut dire. Et ça, il n'y en a plus, ou beaucoup moins, sauf dans le secteur de l'AI, par exemple. En revanche, si on prend par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, le niveau de levée de fonds s'est maintenu. En Isère, par exemple, il a même continué à croître,
y compris si l'on s'exonère du cas Vercors qui est un peu particulier. Parce qu'il y a des nouvelles priorités qui sont, par exemple, la deep tech, les innovations de rupture issues des laboratoires de recherche, sont des projets qui avaient du mal à lever. C'est toujours difficile, évidemment, mais ça se passe de mieux en mieux. Les investisseurs ont appris à connaître ces projets, à mieux les appréhender. Certains secteurs sont clairement plébiscités. Tout ce qui concerne l'énergie et l'environnement, par exemple, là, on est clairement sur un secteur qui est avec de forts enjeux d'actualité. Et du coup, les startups dans ce monde-là lèvent plus d'argent en 2023 qu'elles ne l'ont fait en 2022 et qu'elles ne l'ont jamais fait auparavant. Le secteur santé, par exemple, continue à lever des montants relativement similaires. Donc je pense qu'il y a une réorientation des levées de fonds et effectivement une baisse sur certains secteurs qui avaient vu des envolées qui étaient probablement un peu délirantes. Peut-être une bulle. Nicolas, Florent le disait, l'Isère et la région se portent bien. Vous le constatez aussi au quotidien? Oui, en fait, je rejoins complètement ce qui a été analysé. Avec leur réorientation sur la deep tech et sur des enjeux plus, je dirais, industriels ou physiques, on a toujours ces besoins-là, mais effectivement, ils ne sont pas sur des phénomènes d'envolée et de bulles comme on peut le connaître dans des secteurs beaucoup plus dématérialisés. Quand vous investissez sur des startups deep tech industrielles, on est sur des cycles plus longs. Et là, on a bien une prise de conscience, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les investisseurs, qu'on va être sur des cycles beaucoup plus longs d'investissement, plus, je dirais, raisonnables, ou qui se rapprochent finalement de cycles économiques logiques. Donc il n'y a pas d'effondrement. Il y a un redressement, il y a une conjoncture économique macro qui n'a pas été favorable en 2022, mais ce n'est pas forcément là. Il ne faut pas faire un lien de causalité entre ces deux facteurs, parce que sinon c'est mal analyser la profondeur de ce que sont les startups par rapport au reste du marché de l'économie. Donc oui, on est dans cette stabilité, puis il ne faut pas oublier qu'un bassin comme Grenoble, c'est le premier bassin national en start-up industrielle. Et de loin, et de loin. J'ai cité Vercors, mais il y a Aledia aussi l'année dernière qui a fait une levée de 120 millions d'euros. Ils sont tout près d'ici. Est-ce qu'il y a un salut hors de l'IA aujourd'hui quand même? Alors vous avez un peu commencé à y répondre, mais tout le monde parle d'IA. Est-ce qu'aujourd'hui on peut lever des fonds si on a une start-up et qu'on ne parle pas d'IA à son banquier, que ce soit la BPI ou son banquier traditionnel? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Clairement, le renouveau industriel, on sent qu'il est impulsé par le plus haut niveau de l'État. Et je pense qu'il est en marche et c'est assez flagrant. Alors, moi, je connais mieux le secteur de Grenoble, mais le nombre d'inaugurations en 2023 était sans précédent. Encore la semaine dernière, je pense à des startups comme Warm Sensing, Vulcam, enfin bref. Les startups grenobloises sont généralement très tech et généralement aussi à vocation industrielle. Et elles arrivent, elles arrivent de mieux en mieux à lever des fonds. Je pense que l'accompagnement autour est très qualitatif. Il y a une SAT, par exemple, qui est très performante, et les startups de la SAT ont clairement changé d'échelle en 2023. Et là, actuellement, on a une convergence qui est assez intéressante entre des priorités, des secteurs qui sont historiques, en tout cas en Isère et à Grenoble. On parlait de la microélectronique, de l'énergie environnement et les medtech, par exemple, qui sont aussi devenus les priorités nationales. Et plus le fait que les investisseurs commencent à regarder ce genre de projet. Et une autre conséquence financière de ça, c'est notamment les montants cumulés par cet écosystème sur tous les appels à projets France 2030, le grand plan de relance de 54 milliards, où l'Isère a capté, je crois, quasiment un peu moins de 5 milliards de financement, ce qui est énorme. C'est 20% des financements totaux qui ont été cumulés sur un département sur 100. Donc c'est totalement hors norme parce qu'il y a cette convergence des secteurs historiques qui sont devenus des priorités et puis des projets qui sont généralement industriels, qui est aussi une priorité nationale. Les VC, vous regardez s'il n'y a pas IA, quantique dans le pitch de la start-up? En fait, dans l'absolu, si vous faites du SaaS B2B, du logiciel, etc., vous allez continuer à lever des fonds parce que c'est toujours un besoin de digitalisation globale, etc. Maintenant, les montants sont peut-être un petit peu moins élevés. On va peut-être exiger de vous que vous soyez rentable plus rapidement parce que vous êtes dans la trajectoire, vous allez correspondre aux besoins des VC. Parce que, en gros, un VC, son concept, c'est qu'il va diversifier son risque. Il va pouvoir faire une quote-part de SaaS B2B avec une demande de rentabilité assez rapide. Et donc là, c'est sûr que vous allez devoir entrer dans le marché et faire du chiffre d'affaires bien plus rapidement que ce qu'on exigeait avant. Et après, comme il va diversifier son risque, il va aussi aller vers de la deep tech, chose qu'il faisait peut-être un petit peu moins avant. Il va faire de la deep tech, donc il va faire peut-être de l'IA, mais de l'infrastructure, il va peut-être faire du quantique, il va peut-être faire de l'industrie, peut-être de la medtech, de la biotech, etc. Et donc en fait, c'est cette diversification du risque qui finalement permet d'avoir de l'argent un petit peu partout.
Une réaction là, avant Non, je rebondissais sur ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que sans IA, point de salut. En fait, nous, à l'agence, on ne le sent pas du tout comme ça, mais ça rejoint ce que tu disais. En fait, l'IA, c'est toujours le problème des mots valises. C'est de l'application de ce que l'on veut proposer en offre. C'est plutôt de l'usage, en fait, que ça va être important. Et nous, vu qu'on suit le tissu industriel, c'est les applications d'usage. Effectivement, là, il y a un vrai enjeu pour faire, moi je le vois très bien dans l'utilisation de l'IA pour les process industriels, tout ce qui va permettre de faire parler le parc machine, de faire de la maintenance préventive et du pilotage par anticipation, ça c'est de l'IA appliquée, et ça on a vraiment des chantiers là-dessus, vraiment, mais filière par filière et micro-produit par micro-produit, il y a des champs extrêmement importants, donc ça peut être très concret, et ce qu'il faut surtout c'est avoir ce lien aussi avec ce territoire industriel, puisque c'est ça qui fait justement cette légitimité. Et pour rebondir sur ce que tu disais, la région a capté 25% des lauréats de France 2030 rien que sur l'année dernière. On est la première région en France. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, on connecte ce monde des startups avec le champ économique qui est dessus. On n'essaie pas de le faire en dehors de toute réalité physique et économique. On est là pour se dire les choses. Je vois pas mal de startups tout au long de l'année pour mon métier. J'ai arrêté de compter le nombre de start-upers, d'entrepreneurs qui sortaient d'un rendez-vous avec le banquier et qui m'ont dit ouais, le banquier, vraiment, j'insiste, mais si je lui parle pas d'IA aujourd'hui, voilà, je viens lui présenter quelque chose et il me dit vous faites de l'IA, non, merci, au revoir, et il rappelle jamais. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui pourront témoigner ici. C'est ce que j'entends moi aussi et ce qu'on me rapporte, donc c'est vrai quand même. Moi, j'entends surtout des gens qui me disent qu'on leur parle de chiffre d'affaires et de rentabilité. Ça c'est nouveau. Ouais, alors, c'est assez nouveau. Et donc pour ça, je pense que effectivement, il y a des buzzwords. Donc si vous avez un peu d'IA, autant en parler. Hein, ça coûte rien. Enfin, ça peut rapporter de l'argent surtout. Mais au-delà de ça, en fait, il faut bien imaginer que qu'il y a une complémentarité qui s'est créée. Et je pense que le cas de Vercors est assez intéressant pour ça, même si c'est une méga histoire. Mais en fait, on le voit aussi sur d'autres histoires. Il se passe en ce moment un alignement des planètes qui est important. Et je pense que c'est ce que vous faites justement et la raison pour laquelle cette région-là est si forte. Et c'est un peu ce que vous disiez, c'est l'alignement des planètes entre à la fois des entreprises qui innovent, qui ont donc du coup un produit, un service à apporter et qui va venir en complémentarité avec les besoins d'un grand groupe ou d'acheteurs publics, d'acheteurs privés. Et donc, du coup, il va y avoir le carnet de commandes en face qui va pouvoir se remplir. Et en fait, ce dont les startups ont besoin, avant même d'avoir besoin de financement, et encore c'est important le financement, mais c'est surtout d'un carnet de commandes rempli. C'est le meilleur argent, c'est quand même celui des clients. Et donc, du coup, quand on voit, par exemple, le cas de Vercors, c'est la raison pour laquelle l'histoire est si belle, c'est qu'en fait, il y a un alignement entre un carnet de commandes qui s'est rempli avec Renault, des subventions qui ont pu être là, et on pourra en reparler juste après, des subventions qui ont pu être là, de la dette bancaire qui a pu être levée justement parce qu'il y avait une prévision de chiffre d'affaires. Et ensuite, il y avait du financement public, du financement privé, avec quelques exceptions. Alors, parfois, il a fallu un peu tordre le droit de la concurrence, les règles de l'Union européenne avec des aides d'État, etc. Mais pour justement avoir un projet stratégique. Et je pense que quand justement on a un projet stratégique, on peut faire cet alignement des planètes-là peut arriver. Et c'est pour ça qu'en soi, la green tech ou l'IA, c'est exactement ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui pour pouvoir être en compétitivité forte avec le monde, les États-Unis, la Chine, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que ce mot-là est si attractif, parce qu'il y a des débouchés. Alignement des planètes, peut-être une réaction, mais ce qui est important, ce que j'entends aussi dans les startups que je vois, c'est le mot rentabilité. Il venait peut-être pas aussitôt il y a quelques années quand un start-upper, un entrepreneur présentait son projet. Aujourd'hui, ça vient un peu plus tôt. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça chamboule tout? Ma réponse est très biaisée. Hein. Encore une fois, à Grenoble, on voit essentiellement des startups dites de la deep tech et sur lesquelles, généralement, l'horizon de rentabilité... On peut élargir à la France entière cet échange. Oui, sauf que mon point de vue sur la France entière est quand même plus discutable. Je vais juste revenir sur l'enjeu financement et les banques. Il y a eu une convergence de plusieurs aspects. Les taux ont augmenté, donc effectivement, ça coûte plus cher. Je pense que les banques ont fait plus attention aussi à l'horizon de rentabilité.
sur des projets un peu maîtrisés. Pourquoi c'est plus facile, je pense, de lever de la dette sur un SaaS ou une marketplace? Parce que ce sont des modèles qui maintenant sont un peu maîtrisés. On connaît les indicateurs, on connaît le coût d'acquisition client, le churn, enfin tout un tas de choses. Quand on est sur un projet industriel, il faut que le plan de financement soit bouclé. Et quand le levée de fonds ne suffit pas, il faut qu'il soit bouclé. On ne peut pas le faire à moitié en fait. On ne peut pas faire que la moitié des murs. Ça ne marche pas. Si dans le cas d'une marketplace, on fait que 2 millions de dettes au lieu de 4, on limite son acquisition client, on va moins vite. Mais on peut le faire quand même. Dans le cas d'une usine ou d'une ligne de production, ça ne marche pas. Il faut que ce soit bouclé. Donc il y a un travail de pédagogie qui, je pense, est beaucoup plus compliqué. Ça demande, il y a des plans de financement qui sont beaucoup plus composites et qui demandent, je pense, effectivement l'investisseur, les banques. Nous, on essaie de suivre autant qu'on peut. Et puis, bien souvent, de l'aide, et c'est avec de l'aide, France 2030 ou autre, qu'on arrive à faire un schéma qui tient la route. Mais voilà, ça reste plus compliqué, donc je pense que c'est plus long. C'est aussi plus risqué, hein, malgré tout. C'est beaucoup plus... Je dirais, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que si je fais le schéma des 3 problématiques qu'une start-up doit franchir pour arriver à être un agent économique comme les autres ou un super agent, il y a quelle est la problématique que j'aborde. La formulation de la question est essentielle. Hein. Je ne blague pas, hein, c'est beaucoup travaillé ça. Quelle est l'offre de solution que j'apporte et quel est le passage à l'échelle. Et c'est cette 3e composante sur laquelle la plupart des startups échouent. Parce que quand on est sur du dématérialisé, effectivement, comme tu l'as dit, on va dire l'approche risque va être absorbée. Quand on est sur l'approche physique, moi je le vois très bien quand une startup va offrir une solution qui va rentrer dans le monde physique économique. Déjà, les agents économiques, il va falloir trouver un industriel pour le convaincre. Et c'est exactement ce que vous disiez. Si vous avez cette connexion avec un bêta-testeur de premier niveau qui dit « Ok, je prends », parce que là, ça peut se rajouter à mon groupe ou j'accepte parce que moi aussi, je vais progresser, je dirais la connexion est plus importante que l'argent dans un premier temps. Mais après, effectivement, quand on devient industriel, ce n'est pas le même métier. Voilà. On ne naît pas industriel, on le devient, ou on s'associe à des gens qui savent faire le passage à l'échelle. Quand ça marche à l'échelle de son labo ou de son ordinateur, ce n'est pas à l'échelle de 10 000 produits par semaine. Donc là, il y a un savoir-faire, il y a une courbe d'acquisition industrielle, et c'est ça qui est important, et c'est même ça qui est stratégique. Si on ne l'a pas, il faut vraiment être bien entouré. L'aspect bancaire est important, mais plus que l'argent, de toute façon, ce qui est important pour une start-up, c'est le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, vous tournez dans le sens ou dans l'autre, mais c'est ça. Je rebondis sur l'accompagnement et en préparation, Marianne, vous avez dit une phrase qui est assez jolie et je vais vous faire réagir dessus, mais vous y étiez préparé. Vous avez dit l'écosystème est foncièrement bienveillant. Et je trouve que s'il y a des entrepreneurs qui sont là, c'est un bon message à passer. Pourquoi vous dites ça ? D'abord, vous le vivez peut-être. Oui, je le vis. Nous, France Digital, on est une association et on est là pour vous aider. Donc, la bienveillance commence par celle qu'on s'applique à soi-même. Mais en gros, notre objectif, c'est de faire émerger des champions et donc d'être à votre service pour pouvoir vous aider à grandir, rencontrer des investisseurs, faire de la pédagogie et vous former à plein de choses et notamment faire des affaires publiques. Moi, c'est mon métier de vous représenter auprès des décideurs publics français et européens. Mais quand je vois dans cet événement tous les clusters, toutes les structures d'accompagnement, en fait, il faut capitaliser dessus parce qu'il n'y a pas un mauvais conseil à prendre et au contraire, en fait, il faut apprendre des autres l'apprentissage de pair à pair. Pour moi, c'est ce que je constate. Ça fait 5 ans que je suis chez France Digital. C'est les bases de Tech & Fest. Oui, tout à fait. Exactement. La bienveillance, oui, vous confirmez. Je suis absolument tout à fait 1000% d'accord avec ça. Hein. Je trouve que l'écosystème, c'est à la fois densifié en termes d'acteurs qui le composent. Depuis la naissance des projets, hein, je pense à des réseaux initiatives, les réseaux entreprendre, etc. Les organisations plus institutionnelles aussi. Je pense qu'on est dans une période qui est, à mon avis, fantastique pour entreprendre. Moi, j'ai une estime sans limite. Mais ne pas entreprendre seul. Du coup, se faire accompagner, aider, prendre des conseils, aller voir aussi des personnes qui ont peut-être connu un échec et comment elles ont rebondi. Ça... De toute façon, si vous travaillez... Falcon Grenoble le 6 décembre dernier, c'était top si vous n'y étiez pas. Si vous vous lancez dans l'aventure des startups, il faut apprendre la culture de l'échec. Mais pas la culture de l'échec pour recommencer 2 fois les erreurs. C'est je prends une claque et je continue. Mais non, en général, nous, tous les partenaires de l'écosystème, on a une approche bienveillante. Ça n'empêche pas d'être critique et rigoureux.
Je veux dire, nous, sur les porteurs de projets, on va poser tout un tas de questions, et je le dis franchement, même les questions que les porteurs de projets ne veulent pas entendre. Parce que nous, notre intérêt, c'est d'identifier les facteurs de risque. À la fois, il y a toujours des points forts dans tout projet, et il y a des points d'amélioration. Nous, notre objet, ensuite, quand on fait la connexion avec les différents dispositifs publics qui peuvent exister, notamment ceux de la région, mais aussi ceux de l'État, etc., c'est d'identifier ces points d'amélioration sur lesquels on peut donner un coup de main pour éviter en fait de très très mauvaises surprises dans le cycle, parce que ça n'a pas été abordé, ça a été un impensé du projet, et à un moment, l'impensé peut devenir un obstacle majeur. Le temps file très très vite. Évidemment, sur le financement, alors Florent, je me tourne vers vous, les solutions sont multiples, on fait appel à qui et quand? Vous avez 2 minutes 30. Alors oui, les solutions sont multiples et je dirais qu'elles se cumulent les unes les autres. Il n'y en a pas une ou l'autre. Alors nous, BPI France, on est un organisme public. Et on n'a pas pour vocation à se substituer à l'effort privé. Donc on ne va jamais pouvoir financer une entreprise qui n'a pas un euro privé dans sa poche. On vient amplifier, faire un effet de levier sur un effort qui est au départ privé. Donc c'était ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est la love money, c'est les premiers, enfin le coup de pouce, je ne sais pas, un prêt d'honneur du réseau Entreprendre, enfin, ce sont tous ces moyens. Globalement, donc on vient amplifier un effort privé. Ce qu'on peut retenir quand même dans toute notre caisse à outils, boîte à outils qui est plutôt assez dense, c'est que plus le projet est tech et plus il est amont, plus l'intensité de ce qu'on va faire va être élevée. Plus on se rapproche du marché, moins notre financement va être incitatif. C'est un petit peu normal, on considère que plus on est proche du marché, plus on peut trouver des relais, notamment bancaires par exemple, qui vont venir faciliter l'octroi de financement. J'entends aussi, BPI, à un moment, vous veniez faire l'effet de levier. J'entends des entrepreneurs qui disent aussi, la banque traditionnelle, s'il n'y a pas BPI, elle ne vient plus. Les VC, s'il n'y a pas BPI, ils ne viennent pas. C'est vrai, c'est pas vrai, on m'a menti. Non, en fait, BPI, moi, ce que je trouve formidable sur BPI, c'est que c'est souvent les premiers investisseurs. Et c'est vrai pour les entrepreneurs, mais aussi pour les fonds d'investissement quand eux-mêmes doivent chercher de l'argent. Et donc c'est là où le rôle de la banque publique est assez utile, que ce soit en France ou quand vous allez aussi chercher des fonds européens. C'est vrai que quand ils arrivent en premier, en fait, ça crée l'effet de levier, ça crée l'appel d'air. Après, évidemment, il faut s'engager à aller chercher de l'argent privé. Mais ce premier kick-off, ce premier pied à l'étrier est quand même assez important. Et effectivement, la raison pour laquelle il y a des investisseurs en capital risque, c'est parce que les banquiers ne prennent pas le risque, parce que c'est juste pas leur nature, on peut pas leur en vouloir, c'est juste pas comme ça qu'ils ont été, qu'ils fonctionnent. Et donc du coup, c'est vrai que oui, quand vous êtes une deep tech, globalement, aller chercher une banque, je pense pas que ce soit la meilleure stratégie pour commencer. Oui, pour ajouter, il existe quand même des banques qui ont des services innovation dédiés. Donc là aussi, c'est aussi aux porteurs de projets de faire une analyse. Au-delà de toute façon, BPI va toujours être une garantie incontournable qui va être posée. Mais après, il y a des banques qui ont des services dédiés. Donc là aussi, il faut ne pas chercher, je dirais, forcément l'agence bancaire au coin de sa rue. Ça, c'est un phénomène de proximité, mais ça peut avoir un phénomène d'aveuglement, parce que ça ne sera pas le bon interlocuteur, on peut avoir un effet déceptif. Il faut aussi bien connaître à qui on s'adresse, parce qu'il y a des VC qui sont spécialisés sur des technos ou sur des filières. Il faut évidemment prendre le temps de chercher, de se renseigner, de trouver le bon VC. Oui, tout à fait. En fait, ils ont tous des thèses différentes. Donc, il faut imaginer que même si vous allez les rencontrer et que dans leur thèse, il n'y a pas... Enfin, vous faites de la medtech et que eux, dans leur thèse, il n'y a pas medtech, ils ont pris l'engagement auprès de leurs propres investisseurs de suivre cette thèse. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, je ne sais plus comment on dit, mais ça, ou l'inverse. Mais bon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas le faire. Donc, en gros, allez voir directement les VC qui ont ça, qui ont votre intérêt et dans leur propre thèse. Ça veut dire que si vous êtes en early stage, en amorçage, ça ne sert à rien d'aller voir un VC growth qui fait que de la série C ou du pré introduction en bourse. Visez directement assez juste, mais votre chance, c'est que sur la deep tech, sur l'industrie, sur la medtech, etc., il y en a de plus en plus. Nous, chez France Digital, on représente à peu près 200 investisseurs en capital risque. On a toutes les thèses chez nous et on fait régulièrement des rencontres. Par exemple, là, on était à Grenoble en novembre, on sera à Montpellier la semaine prochaine. Même si vous n'êtes pas du coin, évidemment, venez. Là, par exemple, on a 12 VC qui viennent rencontrer des startups plutôt dans la phase amorçage. Et c'est une centaine de rendez-vous qui sont déjà bookés pour des startups. Je vais vous laisser rebondir, mais est-ce que j'avais promis de vous
donner la possibilité de poser des questions. La plus dure, c'est la première. Est-ce qu'il y en a une? Il n'y en a pas? Si, voilà, il y en a une. Vous avez expliqué un petit peu les modalités de financement. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le degré de maturité du projet qu'il faut avoir avant de venir voir la BPI. Voilà. Est-ce qu'il faut déjà avoir c'est un concept, une structure juridique, des partenaires, des associés, des solutions ou des recherches de solutions? Oui, merci pour cette question. Alors oui, on ne peut financer, sauf exception dans les laboratoires académiques, on ne peut financer qu'une entreprise immatriculée et un peu capitalisée. Voilà. Après, il faut que vous maîtrisiez votre projet. Typiquement, le dispositif le plus amont avec lequel on finance un projet en amorçage, c'est ce qu'on appelle une subvention bourse French Tech. C'est un ticket de 30 000 euros qui est un coup de pouce à la création quelque part pour un projet innovant. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet finalisé, vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe complète, etc. En revanche, c'est toujours bien, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'avoir déjà un peu challengé avec d'autres partenaires de l'écosystème. C'est bien d'en avoir parlé avec, je ne sais pas, d'avoir eu le retour du réseau Entreprendre ou d'un incubateur. Se faire accompagner quelque part, je pense que c'est ne pas le faire, ça envoie un signal étonnant. Ça veut dire, est-ce que notre dirigeant qu'on a face à nous, il pense qu'il sait tout? Voilà, donc le signal est plutôt favorable quand on a quelqu'un qui montre qu'il a essayé de profiter de tout cet environnement. Après, c'est lui qui fait ses choix, etc. Marianne veut réagir? Ouais, utiliser les investisseurs, je pense aux VC, comme des conseils. Allez pas forcément les voir avec votre deck tout prêt en disant bon bah alors du coup tu me donnes combien. C'est si vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes encore en train de tester votre solution, allez quand même les rencontrer parce qu'ils auront le retour de l'ensemble du marché qui est très utile. Je pense notamment par exemple dans la MedTech, j'avais échangé avec Elaya, qui est donc un fonds d'investissement notamment qui a une thèse santé assez forte. Elle me dit qu'elle passe sa journée à rencontrer des entrepreneurs qui sont encore très jeunes, mais parce qu'en fait, elle peut vous dire en un claquement de doigts, bah, franchement, là, contractualiser avec une mutuelle, c'est hyper galère, ou alors si vous faites ça, il faut que vous soyez comme ça. Et en fait, utilisez le conseil, parce que vous allez pouvoir avoir un gain de temps absolument phénoménal. Peut-être que du coup, vous allez déjà pivoter, et donc vous allez être un peu plus sexy pour un VC. Et ça, il faut vraiment l'utiliser, ce genre de conseil, et envoyer des mails, il faut oser, quoi. Il faut oser aller rencontrer les gens. C'est ce que j'allais vous dire, il faut oser envoyer des mails comme on peut quand on cherche un emploi, envoyer 5000 CV. Il ne faut pas avoir peur aussi de se prendre de temps en temps, non pas une claque, mais un non, mais qui sera constructif. Un non constructif, c'est-à-dire effectivement, comme tu le disais, le chef d'entreprise, en fait, le porteur de projet doit croire dans son projet. De toute façon, sinon, on ne s'aventure pas là-dedans. Par contre, ignorer l'environnement et l'écosystème, c'est un petit poisson par rapport à un océan. Donc ça vaut le coup de poser des questions, de voir un feedback pour savoir si effectivement on a des connexions. Et puis les startups sont basées sur la théorie économique de l'effectuation. C'est ce qu'on appelle la mayonnaise. Donc on essaie de trouver un contact et puis un jour, il y a un financeur, un chef d'entreprise, une structure d'appui qui brusquement va faire la connexion. Donc plus on aura ces interactions, c'est vraiment de l'activité sociale. Plus on aura ces interactions, plus on va augmenter ses chances d'avoir la bonne connectivité et finalement cette bonne formule magique qui va commencer à tracer le chemin. Je le redis, vous avez 2 jours pour vous connecter. Il reste 1 minute 24. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question rapide? Bonjour Laurent, investisseur. Petite question auprès de BPI. Vous parlez de capitalisation, ce qui me semble logique. Est-ce que vous faites un distinguo entre des capitaux qui sont les fonds propres de la boîte ou l'apport en compte courant? Est-ce que vous faites une différence? Alors, est-ce qu'on démarre une boîte avec 1 000 euros de capital ou est-ce que vous préférez qu'elle ait 50 000 euros de capital? Oui. Ou est-ce que vous ne regardez pas et puis le compte courant, ça vous va? Alors, oui, c'est une bonne question technique. Le compte courant, techniquement, ça va dans certains cas. Il peut y avoir des engagements à ce qu'il soit bloqué, par exemple. Après, c'est aussi une histoire d'engagement. Ce que je veux dire par là, c'est que si une boîte est créée par un étudiant qui sort du master à 23 ans et qu'il a mis que 1 000 euros de capital, on peut le comprendre. Si c'est un chirurgien de 55 ans, on va se dire qu'il n'y croit pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Ça s'apprécie. Mais sinon, techniquement, oui, du compte courant, c'est de l'argent qui est dans les comptes de la boîte. Donc c'est quelque chose qu'on peut considérer, évidemment. Allez, il me reste 20. Je vous invite
à continuer la discussion après. Il me reste 15 secondes. J'aime bien finir les tables rondes. Qu'est-ce que vous avez appris, retenu de cet échange et qui vous a fait, qui vous fait pas regretter d'être venu en 2 mots? Moi, au-delà de l'échange, c'est l'événement où je trouve ça absolument incroyable de voir un concentré d'autant de belles boîtes. Donc bravo. Merci. Oui, moi je partage l'affluence, c'est incroyable, enfin, c'est génial. Ça veut dire qu'on est l'événement tombe à point nommé pour célébrer la vitalité de l'écosystème. Je les ai pas payés. Hein. Capitaliser sur les rendez-vous, les rencontres que vous aurez aujourd'hui. Capitaliser à fond. Merci beaucoup. On a parlé de Linxium, la SAT, ils sont pas loin. On a parlé de Vercor, ils sont là aussi. Il y a plein de grands groupes qui sont là. Il y a une table sur la grande scène avec Enzo Ribeiro, Vercor, qui a levé donc 2 milliards, et Nicolas Dufour dans 1 heure, je crois. Il y a plein de monde qui est là. Profitez de l'événement. Merci d'être là. Et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Merci à vous d'être venus participer à cette table ronde. Merci.